Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la septième illusion. Je suis Le Tenenbaum et je suis aujourd'hui accompagné de l'ami Albator pour parler de la grande cinéaste américaine Kelly Reichardt. Voilà. À mes yeux, c'est une grande cinéaste, donc j'avais envie de faire un petit compliment, voilà. Donc elle sort son dernier film là mercredi dernier, The Mastermind, et donc on va en discuter aujourd'hui. Voilà. Donc j'espère que tu vas bien et que tu vas passer une bonne séance. Bah oui, honnêtement, ça va très bien, merci. J'espère que toi aussi ça va. Et bah on va y revenir un petit peu plus tard, mais ouais, j'avais passé une bonne séance. Séance que j'attendais vraiment au moment où on m'avait annoncé ce record, parce que on va délivrer des insides, hein. C'est toi qui voulais beaucoup parler de ce film. Moi, je suis toujours partant. Du coup, j'ai dit oui. Mais je connaissais pas du tout le cinéma de Kelly Reichardt, malgré que ça soit toujours une cinéaste qui m'est toujours un peu fasciné, parce qu'elle est très plébiscitée par la cinéphilie, et parce que j'ai entendu beaucoup de bien à propos de ses films, notamment Joy, que j'ai rattrapé, hein, il est très frais dans ma tête, puisque je l'ai vu il y a 45 minutes. Mais du coup, au moment de la séance, pour le coup, j'étais assez impatient, assez heureux, et je l'étais encore plus au moment où je suis sorti. Mais bon, on va aller à notre vitesse, hein. Mais je crois que toi, pour le coup, tu l'as vraiment bien attendu, ce film. Ouais, ouais, ouais. J'attendais énormément, de Mastermind. Voilà, comme je l'ai dit au début, je considère Kelly Reichardt comme une très grande cinéaste. Je l'ai découvert assez récemment, hein. Je l'ai découvert il y a peut-être 2 ans avec Old Joy justement, que tu as découvert, bah, aujourd'hui, donc je pense qu'on en reparlera un petit peu. Donc ouais, je l'avais découvert avec ce film. J'avais énormément aimé la façon qu'elle avait de parler de cette Amérique un petit peu en marge. Et voilà, après j'ai continué de découvrir ses films, hein. J'ai pas du tout vu. J'ai pas vu Showing Up, j'ai pas vu Wendy et Lucie, et j'ai pas vu son premier film River of Grass, que toi par contre tu as vu. Mais voilà, tous les autres films je les ai vus et je les ai adorés. J'aime énormément la façon qu'elle a d'aborder cette société américaine, toujours très en marge, cette façon qu'elle a de déconstruire les genres, donc que ce soit le western, le film historique ou même le road trip avec Hot Joy. Donc j'attendais, voilà, je l'attendais énormément quand le film a été annoncé, d'autant plus que, bah, au casting, il y avait Josh O'Connor. Josh O'Connor, je l'aime énormément. Je l'avais découvert à Astérix The Crown, je crois, la série, et puis surtout avec Challengers, voilà, moi je fais partie des gens qui aiment bien Challengers, mais surtout dans La Chimère, qui est pour moi un des plus grands films du 21e siècle. Voilà. Donc je suis tout ce qu'il fait, voilà, un petit peu comme Paul Mescal. Je trouve que c'est des acteurs qui, voilà, qui émergent actuellement et qui sont très talentueux. Donc j'étais très curieux de voir ce qu'il allait faire avec elle. Donc, donc ouais, je voulais vraiment voir le film. À Cannes, tu l'as dit, il y a eu pas mal de retours positifs et il y a aussi eu des retours un peu plus tièdes de gens qui ont trouvé ça plutôt lent. Maintenant, c'est quelque chose voilà, c'est des critiques qu'on retrouve souvent avec Kelly Reichardt. Le grand public, je sais qu'on a souvent un petit peu du mal avec son cinéma. C'est un cinéma qui est très contemplatif, qui est très lent, qui est pas du tout explicatif. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui ont un petit peu de mal. Mais à titre personnel, ça fonctionne énormément sur moi. Et ça a fait la même chose avec ce film. Mais je dirais même que pour moi, avec ce film, c'est une sorte d'aboutissement. Je trouve que là, elle est sur quelque chose qui est énormément maîtrisé. D'autant que là, contrairement à la plupart de ses films, c'est elle qui l'écrit. Donc elle l'écrit, elle le réalise, elle le monte. Elle fait vraiment tout dans le film quasiment. Et ouais, moi j'ai passé un super moment. Je l'avais découvert il y a 2 semaines en avant-première et j'ai pas arrêté de penser au film depuis. Donc j'ai pu aller le revoir ce matin. Voilà, et j'ai encore passé un super moment. Donc on va rentrer un petit peu plus dans les détails tout à l'heure. Mais ouais, moi c'était un film que j'attendais beaucoup et je suis pas du tout déçu. Voilà. Après, je pense qu'on peut peut-être parler bah, de ce que ça raconte, on va dire, au global, du synopsis, même si, une fois de plus, je trouve que le synopsis ou même la bande-annonce t'emmène sur des pistes qui sont pas forcément celles bah, qu'on va retrouver dans le film, hein, je trouve. Bah oui, c'est un film assez compliqué vis-à-vis de ça. C'est d'un côté, on a ce trope qui est annoncé avec le CM6 que tu vas te dire dans quelques temps. Mais de l'autre, ça raconte bien plus, ça va bien plus dans les détails. Mais même pour moi, c'est un film un petit peu compliqué et je vais m'étendre dessus juste après, quoi. C'est assez spécial. Et c'est à l'image de sa cinéaste finalement parce que
Du coup, moi, j'en ai vu 2 autres d'elle en moins de 24 heures, c'est un bon record. J'ai vu River of Grass et Hot Joy qui tous les 2 entreront dans mes analyses vis-à-vis de ce film-là parce que j'ai entendu souvent dire que, c'était un petit peu son gros film où dans lequel, elle révèle pas mal de choses en tant que cinéaste. Elle fait, en tout cas, elle, résume, on va dire, sa carrière avec ce film-là où elle rassemble beaucoup de choses. Mais je dois dire que personnellement, c'est aussi une cinéaste qui avec du coup ces 3 films que j'ai vus, m'intéresse énormément. Je vais sans doute continuer à regarder, ce qu'elle fait. Et puis voilà, hein. Aujourd'hui, nous a servi un très grand film. On va en parler tout de suite. Ouais, bah, du coup, The Mastermind, qu'est-ce que ça raconte? Alors, très rapidement, voilà, ça parle d'un homme qui organise un vol d'œuvres d'art sur fond de guerre du Vietnam et du mouvement de libération de la femme en plein essor dans le pays. Voilà, donc ça se passe dans les années 70. Et tandis qu'il se lance dans cette entreprise audacieuse, il doit composer avec un monde marqué par les bouleversements des dynamiques sociales et politiques. Voilà, donc ça, c'est très rapidement le synopsis. Maintenant, dans les faits, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, le film va beaucoup plus loin que ça et détourne beaucoup, voilà, son genre. C'est-à-dire que dans la bande-annonce ou même là en lisant le synopsis, voilà, le film parle du braquage. La bande-annonce se centre beaucoup sur le braquage et dans les faits, alors oui, il y a un braquage, il est même central au film, hein, mais elle va utiliser ce genre qu'on retrouve énormément au cinéma pour raconter quelque chose sur l'Amérique des années 70, donc cette Amérique qui est en pleine conquête spatiale, qui est en pleine guerre du Vietnam, voilà, donc une Amérique en même temps rêveuse et en même temps inquiète. Donc ouais, elle utilise, on va dire, pour moi c'est un petit peu, je sais pas ce que toi t'en penses, mais pour moi c'est un petit peu un cinéma du prétexte, tu vois. Elle va utiliser le vol d'œuvres d'art comme un prétexte pour raconter, une fois de plus, qu'elle pense de cette Amérique et des produits qui sont nés de cette Amérique-là. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis tout à fait d'accord parce qu'elle le fait dès son premier film en fait. River of Grass, c'est un film, pour résumer brièvement, c'est un film dans lequel on voit des gens qui sont perdus en Oregon en fait. Ils sont perdus plutôt dans la vie, pas spatialement, mais qui sont perdus, ils ont pas grand-chose à faire. Qui, à un moment, du coup, on va suivre un jeune homme, une jeune fille et son père qui est policier. Et le jeune homme et la jeune fille vont se rencontrer, bien s'apprécier et avec un pistolet, ils vont tirer sur quelqu'un, voilà. Et ils le pensent mort, du coup, ils vont partir en cavale. Mais c'est pas vraiment le centre du film. Le centre du film, c'est les personnages et les circonstances, les lieux que Richard filme. Et justement, il me semble que tu parlais de lenteur aussi, vis-à-vis de son cinéma. Parce que oui, c'est un cinéma aussi de la lenteur, pas comme Bellatar, mais quelque chose d'un peu plus singulier, qui détonne quand même du paysage américain. C'est un cinéma qui fait un portrait d'ensemble grâce à des histoires qui sont assez petites. On va y revenir ici en fait, puisqu'il y a beaucoup d'éléments qui indiquent que le braquage n'est que d'affaires d'ego, ne représente en réalité pas énormément de choses, hein. Mais ça va ça va avoir une portée beaucoup plus grande vis-à-vis de ce que Kelly Richard veut dire, surtout en sachant que nous sommes en 2026. Et je pense qu'elle le sait elle aussi. Le film est sorti initialement en 2025. Chez nous, il est sorti un peu plus vite, un peu plus tard. Mais je trouve, en tout cas, que des 2 films que j'ai vus, en tout cas, d'elle, qui sont, je vais pas le répéter, hein, voilà. Je trouve que c'est celui qui est le plus conscient vis-à-vis de son pays et qui porte un peu plus loin le message, notamment à la fin. Évidemment qu'on pourra pas passer à côté, mais du coup, moi, j'ai beaucoup aimé. Bah, ça va aussi un peu plus loin que le film de braquage. Elle détourne les genres et pas que, en fait. Ouais, 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 non, mais totalement. Et puis tu l'as dit, en fait, elle utilise quelque chose de grand pour se concentrer sur le petit, tu vois, le microcosme. Dans The Masterman, c'est totalement ça. Elle utilise la guerre du Vietnam en fond pour parler d'un homme.
C'était aussi le cas dans Certain Women, où elle s'intéressait énormément à la vie quotidienne de femmes américaines. Pareil pour Mix Cut-Off, donc la dernière piste, où elle détournait ce genre du western pour un petit peu briser cette illusion de la conquête de l'Ouest, pour parler voilà des rêves brisés de milliers de personnes qui avaient eu, et surtout elle se concentre sur les femmes, et dans le film en plus je te le conseille énormément, hein. Elle détourne aussi la figure masculine, tu vois. Donc dans le film, dans les westerns habituels, là où on voit les cow-boys héroïques, vaillants et tout, là, elle va complètement détruire ça. En fait, elle détourne quasiment dans tous les films, elle va déconstruire le mythe, tu vois. Elle va déconstruire la grandeur d'un pays, la grandeur d'un genre, pour se concentrer sur quelque chose de plus petit, de plus intime. Et ouais, moi je trouve ça passionnant, et c'est totalement ce qu'elle fait dans The Mastermind. Elle va vraiment mettre en fond cette guerre du Vietnam, et puis c'est ce moment de libération des femmes, pour se concentrer sur un homme qui finalement non, on n'a pas grand-chose à faire de ce qui se passe autour de lui, tu vois. Il est dans une bulle, et je trouve que ça représente vraiment bien cette société américaine des années 70, qui était un petit peu qui regardait juste son nombril, tu vois. Et, euh, et je trouve ça brillant comme façon de faire, tu vois, de raconter quelque chose de très grand sur un pays, juste à travers une seule personne, parce que ça crée quelque chose d'assez universel au final, et d'intime. Elle arrive à lier les deux. Bah, je te rejoins là-dessus, mais surtout, moi, je trouve en tout cas que grâce à ce personnage-là, grâce à Josh O'Connor, et grâce aussi à toutes les figures masculines que l'on voit tout au long du film, puisque on va y revenir sûrement plus tard, c'est un film sur le regard sur l'Amérique, sur le regard autour de soi, sur le regard en général. Bah, je trouve que elle fait plutôt le portrait de l'homme américain, l'homme au moment des années 70, qui n'a de choix que de s'engager dans l'armée vers la guerre du Vietnam, guerre qui sera ultimement perdue par les Américains, engendrant le premier traumatisme du pays. Parce qu'on rappelle, hein, si on doit faire l'état des lieux des États-Unis, il y a eu deux traumatismes, peut-être trois avec les crises économiques, ou même quatre, du coup, vu qu'il y en a eu deux. Il y a eu du coup la Grande Dépression, le Vietnam, le 11 septembre, et ensuite la crise des subprimes. C'est ce qu'on pourrait faire comme bilan au total de tout ce qui n'allait pas aux États-Unis. Enfin, tout ce qui n'allait pas, c'est un grand mot, hein, évidemment. Aujourd'hui, je l'ai dit, on est aux États-Unis 2026, il y a Trump. Voilà. Mais pour moi, c'est un film sur justement ce vrai premier traumatisme-là où, en tant qu'homme, en tout cas, on va partir sur ce postulat-là, Josh O'Connor n'a que deux choix, soit s'engager dans l'armée, et du coup abandonner sa famille pour une guerre qu'il va perdre, et dont il ne risque pas de revenir, soit aussi de rester là, et de devenir justement un personnage en marge d'une société américaine, du coup, qui ne l'accepterait plus. Puisque au début du film, on retrouve, lors d'une scène en famille, avec son père qui lui répète qu'il n'a pas de taf, qu'il a raté un petit peu sa vie, comparé à son frère, etc. Et même là, il est encore en marge. C'est-à-dire qu'il ne répond pas, il est très silencieux. Du coup, on voit un petit peu cet archétype de personnage-là que, du moins j'ai l'impression avec les quelques films que j'ai vus d'elle, que Kelly Richard affectionne tout particulièrement. On peut notamment citer Old Joy avec son personnage d'un mec un petit peu aussi perdu, qui emmène le protagoniste vers un lieu qu'il ne retrouve pas vraiment, sauf à la fin, qui pose beaucoup de questions vis-à-vis de la vie, ou même du coup avec River of Grass, où chacun des personnages est un petit peu perdu, essaie de faire des choses, essaie de s'y retrouver surtout. On est clairement, je trouve, dans ça avec le personnage de Josh O'Connor. Pour moi, c'est un mec qui est là, qui essaye, entre guillemets, mais qui n'arrive pas forcément, ce qui le mène ensuite à faire ce braquage. Ouais, non, mais totalement, oui, t'as raison. Elle va parler de l'Amérique, mais elle va parler, oui, de ce que l'Amérique produit, et plus particulièrement du modèle masculin que l'Amérique va produire. Je suis totalement d'accord avec toi. Et puis oui, il est totalement en marge. Et puis très rapidement, de toute façon, le film
par sa mise en scène, te le fait comprendre. Il y a énormément dès le début du film, de toute façon, bon, c'est pas du spoil, hein, le début du film se passe dans un musée et dès le début du film, en fait, on a, cette scène où il y a son fils qui parle, qui parle, qui parle, qui parle et lui, il est complètement presque hors champ, en arrière-plan. Il écoute pas du tout ce qui se passe, il se concentre juste sur lui, ce qu'il veut faire. Donc on en reparlera plus tard, hein, de ce qu'il veut faire, parce que même ça, ses motivations, faut en parler. Mais ouais, dès le début, Kelly Reichardt, elle arrive à mettre le personnage en marge par sa mise en scène, par ses dialogues aussi et par ses actes. Voilà, il y a une scène où, au début du film, le personnage va faire quelque chose dans le musée et juste après, il va se dédouaner comment dire sans spoiler, mais il va se dédouaner en camouflant son acte et en le faisant porter à sa femme. Alors, je sais pas si tu vois de quoi je parle? T'inquiète, c'est pas du spoil. Tu peux le dire, c'est. Ouais. Bon alors en fait, au début, T'inquiète. il va voler quelque chose dans le musée, mais c'est pas le braquage dont on va parler plus tard. Non, Mais c'est il un va petit voler truc. quelque chose, voilà. Il va voler une petite figurine dans le musée. On sait pas pourquoi, on le saura jamais. Et en fait, il va la cacher dans un porte-lunettes et ce porte-lunettes-là, il va le mettre dans le sac de sa femme. Comme ça, si c'est elle qui se fait choper, c'est pas lui. Et puis au moment où ils sortent du musée, lui, en fait, au moment où sa femme sort, lui, il s'arrête, il fait son lacet et il la laisse sortir toute seule. Et je trouve ça assez brillant, en fait. Dès le début du film, elle nous fait comprendre que ce personnage-là, en fait, il pense qu'à lui. Parce qu'il est tellement dans sa bulle, il est tellement en marge, il est perdu, il sait pas ce qu'il veut, mais en même temps, il rêve de grandeur, on va dire, comme cette société américaine des années 70, hein. Voilà, je le répète, on est en plein... le film se passe 1 an après le premier pas de l'homme sur la Lune. Donc en fait, il est contaminé en quelque sorte, je trouve, par cette société américaine qui devient super égocentrique. Et dès le début du film, elle va nous le faire comprendre, voilà, qu'il est en marge et qu'il n'y a que lui qui l'intéresse, sans pour autant nous dire pourquoi. Parce que finalement, le pourquoi, dans ce film-là, il importe peu. Et il y a plein de choses dans la mise en scène de Kelly Reichardt qui vont nous montrer ça, en fait, cette marginalisation du personnage, mais jamais nous l'expliquer. Et je trouve ça super intelligent. Je te rejoins totalement, surtout sur le moment où il attend sa femme. Parce que pour moi, à ce moment-là, et c'est ce qui va peut-être, potentiellement, il y a moyen expliquer le braquage, même si c'est. À mes yeux, ce n'est pas les seules, ça ne peut pas être les seules raisons. Mais on peut y voir un petit ego mal placé de se mettre devant le gardien, de le regarder en face, tu sais, pendant qu'il fait ses lacets, et ensuite de repartir comme ça. Après, du coup, avoir volé un truc dans le musée, pour moi, c'est un petit peu un sentiment de regarder, j'ai fait ça, je te regarde dans les yeux alors que je l'ai fait, j'ai gagné, quoi, un peu. Et Ouais, ouais. tout le film parle de cet idéal américain-là, enfin, plutôt pour la première moitié. Parce que le film se transforme. Tout le premier film, enfin toute la première partie du film, du coup, parle de l'idéal américain avec du coup la famille nucléaire. Une famille qui est composée du coup de 2 enfants, une femme et un homme. Voilà, c'est quelque chose de très patriarcal. D'ailleurs, je trouve le rapport aux femmes dans ce film est très intéressant. Mais Kelly Reichardt nous montre cet idéal-là pour ensuite l'enfoncer, pour montrer à quel point, vis-à-vis de ce seul personnage-là, de Josh O'Connor, eh ben, il y a tout qui vole en éclats. On le voit directement après, c'est pas lui qui travaille, qui va rapporter l'argent, etc. C'est sa femme. Lui, il va plutôt s'occuper des gosses. On a aussi justement qui est-ce qui s'affirme un peu plus dans le couple, et là encore, c'est sa femme. On a justement ce renversement-là où c'est le mec un petit peu discret qui, du coup, a, pour moi en tout cas, son ego mal placé, qui se dit: Eh, mais je vais aussi faire quelque chose de grand, je peux pas me contenter d'un taf normal parce que je suis pas comme les autres en gros. Mais c'est justement ça le problème avec lui, c'est pas un grand criminel. Du coup, pour moi en tout cas, il va faire ce braquage-là. Ensuite, il y a aussi une autre raison qui me vient en tête, mais on pourra en parler plus après si on parle plus largement de l'Amérique. Ouais, 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 on en parlera. Et tu raison, ouais, il a un ego surdimensionné, il se croit brillant. De toute façon, le titre du film, voilà, le dit, heu, The Mastermind, c'est la façon qu'il a de se voir lui. Mais en même temps, malgré cet ego-là, il est super lâche et pathétique, tu vois? Parce que, par exemple, cette scène où il s'arrête devant le gardien, il laisse sa femme partir avec
avec l'objet volé, il se dédouane en quelque sorte, tu vois? Et il y a plein de moments où il va se dédouaner, le braquage, c'est même pas lui qui le fait directement. Lui, bon, il va l'organiser. Il va d'ailleurs être très sûr de lui, voilà, sur les gens qu'il va embaucher, sur son plan, super sûr de lui, mais c'est pas lui qui va faire le braquage. Lui, il va conduire la voiture, sachant qu'au début, il devait même pas la conduire, hein, c'est parce qu'il y a un contretemps, il est obligé de le faire, mais à la base, c'était même pas lui. Donc, il est super sûr de lui, il est super, égocentrique, mais il est super lâche en même temps. Et ça, une fois de plus, ça représente bien cette société, des années 70, enfin, on va dire cette société des puissants des années 70, quoi. Et comme tu l'as dit, cette famille aussi très, très qui symbolise vraiment, l'idéal, patriotique américain de cette époque-là, quoi. Et elle va complètement détruire tout ça. On en reparlera, oui, de sa façon aussi qu'elle a de traiter les personnages féminins. Elle va complètement déconstruire ce rêve américain des années 70 et par plein de choses, par plein de petites choses. En fait, c'est jamais tout est discret avec Kelly Reichardt, c'est jamais mis en plein dans ta face, tout est par petites touches, tout est discret et moi j'adore ça. Je trouve ça assez brillant. Bah, moi aussi, je trouve ça vraiment brillant. Moi, j'aimerais m'attarder plutôt sur la scène de braquage, mais je sais pas si ça rentre en spoiler plutôt. Parce que pour le coup, je trouve que c'est l'une des. Ça fait des années que j'ai pas vu une séquence comme ça. Montée, m'ayant fait autant ressentir de stress que ça. Et je trouve que c'est surtout intéressant de dénoter, de faire dénoter tout le reste du film avec cette situation-là. Parce que on a vraiment ce pic d'adrénaline euh, à peu près au début du film, je crois, hein. Parce qu'ensuite, il y a toute l'autre partie du braquage où il essaie de planquer le tableau, les tableaux qui volent, puis de se casser et tout ça. Il y a toute cette partie-là qui est montrée après, mais elle est un peu moins impulsive et forte que celle-ci. Alors que justement, cette séquence de braquage, elle dénote dans le cinéma de Keir Richard, je trouve. Ricard, plutôt. Parce que elle se fait vraiment rapidement. On a un montage alterné. C'est un peu plus compulsif, mais en même temps, dans la mise en place des personnages, des lieux, des facteurs aléatoires, entre guillemets, je trouve que ça témoigne d'une grande maîtrise. Mais là, pour le coup, si on s'en approche plus, si on s'y penche plutôt, on rentrerait plutôt dans les spoilers. Mais quand même, c'était fort, quoi, comme ça, comme séquence. Franchement, honnêtement, j'avais rarement vu de séquences aussi réussies au cinéma, pour le coup. Depuis que je vais au cinéma voir les nouveautés, plutôt. Ouais, Et ouais, non, c'est magnifique. je suis d'accord avec toi, c'est une superbe scène. Ou comme tu le dis, elle dénote dans son cinéma, c'est-à-dire que, elle est beaucoup plus, elle est beaucoup plus, impulsive, mais en même temps, je trouve qu'elle malgré ça, elle arrive sur ces scènes-là à déconstruire en même temps, le genre du braquage, tu vois? Elle va se concentrer sur des choses que dans le braquage, d'habitude, on met un petit peu de côté. Tu en as parlé, voilà, il y a une scène où il va ranger les tableaux. Ça, moi, je trouve ça brillant parce que d'habitude, dans les films de braquage, on s'attarde pas du tout sur le moment où les braqueurs vont cacher le magot, tu vois, ou alors c'est fait très rapidement. Là, c'est tout le contraire. Et voilà, on va plus dans les films de braquage se concentrer sur le plan, sur la façon qu'ils vont avoir de voler tout ça. Et là, c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que la façon dont où ils vont voler les tableaux, c'est assez expédié, ça va très vite. Mais en même temps, il se passe plein de choses dans ces scènes qui font que tu es stressé parce que tu sens que les personnages, ils sont pas du tout dans le contrôle et ouais, ça fonctionne vraiment bien. Mais oui, comme tu l'as dit, je pense que, on va pouvoir rentrer dans la zone spoiler parce il faut parler de ça assez vite. Ça se passe au bout des 20 premières minutes du film, donc bon, voilà, faut en parler. Bah, parlons-en. Mais on va revenir plutôt sur cette notion de décalage, mais pour résumer brièvement cette séquence, on a tout d'abord un avant-braquage où on a le personnage de Josh Connor qui essaie de déposer ses enfants dans une aire de jeu. Parce que, évidemment, rien ne se passe comme ça devrait se passer, en fait, puisqu'on est dans un film de Kelly Reichardt. Du coup, il y a un braqueur qui se désiste. Lui, il a les enfants à charge parce que l'école est fermée. Et on a un élément un petit peu perturbateur dans le braquage qui est l'un des membres, du coup, braqueur, qui va ensuite vendre GB à la police, ce qui va mener sa cavale après. Et du coup, on a cette séquence où tout le monde rentre dans le musée. Avant ça, on voit deux petites écolières également rentrer dans le musée.
ça vont être évidemment importantes puisqu'on nous les montre. JB, lui, il va se mettre sur le parking, il va voir un flic, il va paniquer, il va partir plus loin. On a tous ces éléments qui nous sont montrés, tous ces plans en fait, qui à chaque fois vont révéler quelque chose, soit en termes de tension, soit autour du protagoniste. Donc là, juste avec le moment où il regarde le flic et qui commence un petit peu à pas aller bien, on voit que bah, son plan, il se résume à rien, quoi. Il se résume à ouais, j'ai été sur les lieux, c'était pas mal beau. À un moment, j'ai volé une petite statuette, elle était rigolote. Je l'ai pris, on m'a pas cramé. Du coup, chaud pour faire un braquage. Et en plus, justement, il y a ce truc d'ego qui revient avec le braquage, c'est les œuvres qu'il prend. Parce qu'il prend des œuvres, personne les connaît. Sauf dans les milieux de l'art. C'est comme ça qu'il remonte aussi un petit peu vite à lui. C'est parce que dans toute une ville je crois que pour une fois, c'est pas dans l'Oregon, attention. Mais dans toute une petite bourgade comme ça, c'est le seul spécialiste en art. Et les œuvres qu'il a prises, c'est d'un peintre un petit peu publicité. Il y a cet égo-là avec ça. Où justement, Kelly Richards, avec juste ce détail, nous montre que JB, c'est un mec qui veut être supérieur et qui prend pas n'importe quel tableau. Oh. C'est comme si j'allais dans un musée, je voulais Interstellar. Jamais. Jamais je fais ça. Ouais, Oh. c'est les tableaux d'Arthur Dove, voilà, que en France ou même en Europe, je crois qu'on connaît pas énormément, mais a priori aux États-Unis, c'est un artiste peintre contemporain qui est assez réputé, mais qui symbolise voilà totalement cette Amérique moderne. Mais voilà, c'est très une fois de plus égocentré, même dans le choix de l'œuvre qu'ils vont voler, tu vois. Même dans ça, elle est super intelligente. Ouais, bah ensuite, il y a des séquences qui sont magnifiques où c'est juste lui qui essaie de planquer les tableaux. T'en avais parlé, j'en reparle. C'est juste brillant de nous faire attendre, de nous montrer la galère qu'il ressent à chaque fois. Et pour moi, ça fait participer tout le film à un grand film de décalage. Pas un grand film décalé, mais plutôt un film où tout est en décalage, c'est-à-dire que à la place de montrer un grand plan où on va montrer les cerveaux du braquage, les masterminds, tel un Ocean's Eleven en tant que comme en costume qui se sont préparés à toute situation, ou même tu sais dans le cas le plus ironique, à la Casa des Papel où ils ont tellement tout prévu que ça en devient pas vraiment drôle parce que bah le professeur il a tout planifié, il sait tout, c'est un petit peu un magicien. Là pour le coup on passe très vite sur ces parties-là, par contre, pour essayer de s'échapper de cette situation-là via, du coup, la revente des tableaux, le payer tout le monde. On prend beaucoup plus de temps. Avec le personnage de JB aussi, on est en décalage. On l'a parlé juste précédemment, mais sur tout son pays, il n'appartient pas à quelque chose, quoi. Et le film en lui-même est en décalage, puisque la partie du braquage représente 30 minutes d'un film d'environ 2h40, 1h40 plutôt, pardon. Du coup, on a une heure où justement on va plutôt s'intéresser à une fuite d'une police qu'on voit pas vraiment, quoi. Par exemple, moi, l'exemple qui me vient le plus vite, c'est El Camino, le film qui vient conclure Breaking Bad, du coup, qui est pas fou, mais qui, moi, m'avait bien marqué, où justement on voit la fuite de Jesse Pinkman, mais où on voit qu'il y a vraiment toute la police à ses trousses. Là, c'est comme si on s'en foutait un petit peu, quoi. On le voit, il essaie de partir, mais en soi, la police, elle est pas là, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, dans sa globalité, je trouve que le film, il est anticlimatique, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Il y a plein de moments où c'est complètement anticlimatique, mais c'est voulu et c'est super brillant. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, en fait, elle va s'attarder sur des choses dont on se moque et des choses qui, habituellement, dans ce cinéma-là, est utilisé pour créer une tension, créer une atmosphère, elle va le mettre au second plan, tu vois. Il y a les moments où justement avant le braquage, ils volent des voitures, on se concentre même pas vraiment sur le vol du voiture, mais puis sur le moment où le gars, après avoir déposé la voiture, il va rentrer chez lui en vélo. T'as une scène où justement après le braquage, sa femme comprend qu'il a fait quelque chose, où elle va lui jeter quelque chose au visage, mais c'est hors champ, on voit pas cette scène-là, on le voit juste après lui avec la blessure. La scène où il s'enfuit après avoir volé les tableaux, où habituellement, bah ouais, comme tu l'as dit, tu as des courses-poursuites avec la police et tout. Là, en fait, tu les vois juste filmer depuis le pare-brise de face, s'enfuir, mais sans aucune vraie menace. Et même le moment où il se fait, entre guillemets,
grillé par la police très rapidement, hein, et où la police l'attend chez lui. C'est un interrogatoire, mais qui est expédié en fait. Dans les films, il l'emmènerait au poste, il l'interrogerait, tout. Là, ça dure 5 minutes. Ah, on sait que c'est toi qui as volé le tableau. Non, non, c'est pas moi. Demandez à mon père. Ah, ok, au revoir, tu vois. Et en fait, elle va complètement, je vais dire souvent le mot, hein, déconstruire, parce que pour moi, c'est ce qui représente le plus son cinéma. C'est du cinéma de la déconstruction et par plein de manières différentes, que ce soit narrativement parlant ou par la mise en scène. Et ben, elle va faire ça aussi vis-à-vis, voilà, de cet interrogatoire. En fait, tout est anticlimatique, c'est-à-dire qu'elle va comme je l'ai dit un peu plus tôt, voilà, elle va se poser plus sur des scènes qui pourraient être considérées pas intéressantes par certains autres cinéastes ou quoi que ce soit, et elle va en faire quelque chose justement qui traduit cet état d'esprit en marge, c'est-à-dire que même elle, son cinéma est en marge de ce qui se fait dans ce genre-là habituellement, et ça se traduit dans ses personnages. Voilà, le scène où Josh O'Connor range les tableaux, c'est super long, ça doit durer 5 minutes. Même la scène où voilà, il y a une scène où il se fait choper par, alors je sais pas si c'est la mafia, des resellers de tableaux, où il se fait choper par des resellers. Mais même cette scène où il se fait interpeller par eux, il y a quasiment aucune résistance. Là où dans certains films, il va résister. En plus, il y a son fils à ce moment-là, dans cette scène-là, là où il pourrait parler à son fils en lui disant t'inquiète pas et tout. Non, il s'en fout. Il résiste à peine. Et puis, il y a même pas de scène où la mafia, enfin ses kidnappeurs vont l'interroger pour savoir où il a mis les tableaux. Non, elle va passer outre ça. On va direct se retrouver sur le lieu où les tableaux se trouvent. Par plein d'aspects comme ça, elle va vraiment casser le mythe du braqueur intelligent, du braqueur qui planifie tout, du braqueur sûr de lui. En fait, il est sûr de lui, mais il est complètement à la ramasse pendant tout le film. Et moi, je trouve ça super bien. Et en même temps, c'est un peu drôle aussi. Le film est un peu drôle, je trouve. C'est pas tout ce que t'en penses, quoi, mais je le trouve un peu drôle, moi. Moi, il est drôle comme film au début surtout. Parce que là, je trouve que ça se manifeste bien avec la musique, du coup. Mais c'est un film qui a ses points d'humour, qui sait jouer sur ces situations. Bah, notamment lors du braquage, où il y a une petite fille qui rentre dans l'endroit où il y a les tableaux qui sont en train de voler, et qui du coup tombe nez à nez avec les cambrioleurs qui sont laids. Mais comment est-ce qu'ils ont des collants? Ça se fait pas, hein. Normalement, c'est pas normal. Et même juste avant, tu sais, t'as une vieille qui les voit en train de bouger les tableaux et qui dit à son mari un petit peu aveugle, oh bah non, ils sont en train de déménager la pièce, tout va bien. Tu sais, il y a ce second degré-là, je trouve, qui est fascinant. Mais tu disais que le film allait vite par moment. Mais c'est surtout, je trouve en tout cas, parce que Kelly Richards sait comment aller lent au moment où il le faut. Bah, du coup, moi, je sors d'un Kelly Richards là, avec Old Joy, où elle prend son temps. Elle prend son temps de montrer les personnages qui se regardent, qui parlent entre eux, de montrer leur petit voyage, hein. Un petit road trip, tu dis, qui pourrait paraître un petit peu pathétique vis-à-vis d'un film de ce genre-là, mais qui est magnifique parce que c'est elle qui le fait, parce qu'elle sait y mettre le ton, elle sait y mettre justement cet aspect-là au temps qui est magnifique. Je dis beaucoup de fois le mot magnifique, attention. Mais c'est vraiment dans ce film-là où, avec justement ce propre du braquage, qui est Ricard, je dirais déjà depuis tout à l'heure, mais c'est Ricard, montre la cavale comme la chose la plus importante pour son personnage, le moment où il est purement en marge, même s'il était déjà avant. C'est à ce moment-là où on est entre le regret et la finitude, où le personnage, il essaye de survivre, de paraître toujours aussi intelligent parce qu'il est toujours très égocentrique, mais où bah, il se rend compte qu'il est seul et où la musique l'accompagne. Je parlais de musique tout à l'heure, mais là, c'est vraiment à ce moment-là où elle prend tout son sens. Le jazz devient beaucoup plus lent, beaucoup plus triste. C'est un film qui passe de la comédie à plutôt un film de pure tristesse. Je trouve ça personnellement magnifique et peut-être qu'il y a que elle qui peut faire quelque chose comme ça. Pour une fois, elle ne filme pas l'Oregon, elle filme les États-Unis en général, mais elle filme surtout l'errance dans ces États-Unis-là. On est dans les années 70, normalement, il n'y a plus de vagabondage. Mais pour le coup, elle va créer un nouveau vagabond, elle va créer un nouveau Charlot. Et on parlait tout à l'heure d'un petit peu de Charlie Chaplin vis-à-vis de ce film-là, du coup. Je trouve que
Josh O'Connor devient un nouveau Charlot. Grâce à ce génie-là, parce que oui, hein, on va le dire, Kay Richards, sur ce coup, c'est une génie. Oui, 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 non, je suis totalement d'accord. Et là, je trouve qu'elle s'est surpassée avec ce film. Et ouais, c'est vrai, quoi. Le personnage de G-Bait dedans, c'est un deuxième, ouais, un Charlot moderne, entre guillemets. Je veux dire moderne vis-à-vis de l'époque à laquelle le film se passe. Il représente vraiment cette Amérique vagabonde, perdue, mais qui en même temps a été bercée par des rêves de grandeur. Bah, voilà, les États-Unis qui ont clamé haut et fort, voilà, être le plus grand État du monde, voilà, conquête spatiale, tout ça. Et lui, bah, il a été bercé là-dedans. Donc, il se croit magnifique, il se croit intelligent, alors que, bah, dans les faits, le film nous fait comprendre très rapidement, bah, c'est un loser. Et tu parlais de la musique, et effectivement, la musique au début, ça va être, voilà, c'est du jazz qui est au niveau de la rythmique, tu vois, qui va assez vite au début, et plus le film passe, plus ça devient un peu plus mélancolique. Et ouais, on passe vraiment du loser magnifique, parce qu'il se considère magnifique, hein, au pathétique. Il est pathétique à la fin, c'est-à-dire à la fin, il se retrouve à voler même une mamie. Enfin, il fait voilà un acte qu'on pourrait considérer comme l'un des plus pathétiques au monde, hein. Du coup, ouais, je trouve le film bah, super brillant dans sa façon qu'elle a de complètement déconstruire son personnage et de le mettre en marge de cette société qui évolue. Et voilà, la société évolue, mais lui, pendant tout le film, il va vraiment rester dans sa bulle. Tu vois, on l'a dit, il y a la guerre du Vietnam en fond. Tu vois, il y a des journaux qui parlent de la guerre du Vietnam, il y a de la radio qui parle de la guerre du Vietnam, il y a de la télévision. Et toutes ces scènes-là où on entend les conflits, lui, ça l'intéresse absolument pas, il s'en préoccupe pas. Les seuls moments où il lit le journal ou alors où il regarde la télé dans le film, c'est quand ça parle de ce qu'il a fait, du braquage. Et ouais, et ça, c'est juste par petites touches, quoi. Et c'est, enfin, je vais pas arrêter de le dire, hein, mais pour moi, elle est vraiment trop forte. Et ce film-là, je trouve que c'est son aboutissement, je trouve, de sa façon de mettre en scène les personnes en marge d'une société qui les étouffe, tu vois. Mais bien, je vais te rejoindre là-dessus parce que ça me rappelle au Joy. Puisque dans le Joy, en fait, il y a l'usage assez intéressant de la radio et la musique. Il y a la radio qui est là pour donner des informations sur les États-Unis actuellement, sur ce qui se passe, sur les crises en cours. Mais de l'autre côté, on a aussi beaucoup de musique qui est mise en scène, surtout pour montrer un moment précis où les deux protagonistes sont coupés du monde. Bah, je trouve que ici, toutes les informations à propos de la guerre du Vietnam sont aussi passées à ce second plan-là. C'est-à-dire que au niveau diégétique, les informations passent aussi comme une musique qu'on entend en fond, mais sur laquelle jamais on se focalise vraiment, sauf en tant que spectateur. Dès le début, on entend les chaînes d'infos, comme tu l'as dit, mais c'est que très tardivement qu'on se rend compte que eh bien, c'est important, quoi. Et c'est justement le moment le plus frappant du film. Frappant à la fois au second degré, au premier degré. Parce qu'effectivement, il se fait frapper par qui? Par la police durant une manifestation, où lui est en train de jouer son propre jeu. C'est-à-dire que il est dans ce rôle de braqueur qui est en train d'essayer de fuir la justice, mais du coup, il a plus d'argent, il a plus vraiment de famille, hein. Il est vraiment plus que face à lui-même et va se morfondre dans cet idéal-là où, eh bien, il va essayer de jouer le grand méchant, le grand voleur en volant une vieille dame, comme tu as dit, c'est le truc le plus horrible à faire. Après, évidemment, voler un enfant et un handicapé. Mais là, pour le coup, déjà, je trouve que la scène est mise parfaitement en scène, justement grâce au décor. Ici, elle met en place son film dans une grande ville américaine et elle montre justement cette scène-là dans une ruelle où, eh bien, il y a Josh O'Connor qui, dès que face soit à retourner en arrière, à avouer qu'il n'est pas ce grand méchant-là, mais d'un autre côté, il peut aussi aller en avant, récupérer de l'argent et bah, poursuivre cet idéal-là. Parce que la première séquence du film nous montre un petit peu ce qu'il a envie d'être. C'est encore montré ici, c'est encore surtout questionné ici. Qui est Ricard avec ce film et surtout avec ce personnage, elle veut le remettre en question et du coup elle le met sur un dilemme final
Mais du coup, il va poursuivre cet idéal-là, il va poursuivre ce rêve, mais il n'y arrive pas. Ok, il arrive à voler un peu d'argent, mais finalement, il essaie de se débarrasser du portefeuille comme un idiot en pleine foule. Évidemment, quelqu'un va le voir et va lui le rendre, mais surtout, il est dans les années 70, il va dans une manifestation contre la guerre du Vietnam. Évidemment qu'il se fait frapper par les flics, hein. Parce que, bon, c'est pas en France qu'on a initié une violence policière. C'est nous qui l'avons, pour le coup, popularisé. Mais ça avait commencé bien avant. Et là, du coup, il se fait frapper, il se fait enfermer, ce qui nous ramène aussi un petit peu au Chaplin, avec ce flic qui se moque de lui, etc. Avec le plan final où toutes les choses qu'il a mis derrière lui, qui l'ont mis en arrière-plan, ressurgissent enfin sur le devant de la scène. Parce que le dernier plan du film est très plat, on va dire, entre guillemets, hein. On dirait plutôt une scène de théâtre où au premier plan, en vue d'ensemble, on a les flics qui sont là, qui se partagent la scène. Il y en a un qui fait un peu le mariole. Je dis mariole, alors quand on est en 2026, c'est normalement interdit. Qui fait un petit peu le mariole pour faire rire un peu ses collègues et se moquer des manifestants. Et lui qui part en arrière-plan sous une voiture de police. C'est comme si, pour la première fois de ce film-là, elle nous disait, et maintenant que les problèmes sont devant toi, tu vas faire quoi? Parce que tu les fuis depuis le début, mais ils ont toujours été là. Et c'est là que le film devient super, alors qu'il était déjà avant. Et ça, Ouais. je trouve que cette année, on a déjà parlé de pas mal de fins qui étaient magnifiques. Il y a eu la fin de Father, Mother, Sister, Brother de Jarmusch. Il y a eu la fin de 28 ans plus tard, donc qu'on avait beaucoup aimé avec Sawyer. Il y avait aussi la fin d'Annette que j'ai traité avec toi, qui aussi, je trouve toujours magnifique, hein. C'est toujours du beau pathos, mais je pense que on peut déjà passer cette fin-là comme la meilleure. Parce que sur toutes ces fictions-là, c'est la première qui nous ramène à la réalité. La première qui nous dit, regardez l'état de votre pays actuellement, pourquoi vous regardez un film? Pourquoi vous morfondez dans un film alors que la réalité est droit sous vos yeux? Et encore une fois, on peut le dire, Kay Reichardt a fait un film de génie. Ouais, ouais, ouais. Puis non, ouais, cette fin, je la trouve exceptionnelle. Elle est brillante. Et puis en plus, il y a quelque chose de très ironique là-dedans, c'est-à-dire que pendant tout le film, il va se moquer de la réalité actuelle de son pays, ça va pas l'intéresser. Et le seul moment du film où il va, on va dire, se mêler au réel, se mêler au contexte actuel, bah, c'est quand il va rentrer dans la manif. Et en fait, ça va le conduire à sa perte. Il y a quelque chose de très ironique là-dedans. Pendant tout le film, il fuit cette réalité parce qu'il est dans sa bulle, où voilà, il veut pas, on sait pas trop, voilà, ça rentre pas du tout dans la psychologie du personnage, hein, le film, et je trouve ça assez brillant. C'est plus par les actes, les conséquences de tout ça. Mais le seul moment du film où il va se mêler à ça, mais il le fait même pas par intérêt, on va dire, par intérêt collectif, hein, c'est purement personnel, où il va se mêler à cette manifestation, c'est juste pour fuir et se cacher, et ben ça va le mener à sa perte. Et moi j'y vois ouais une sorte de coup du sort, voilà que Kelly Reichardt met en scène, c'est-à-dire bah oui, pendant t'as voulu fuir la situation actuelle, c'est pas maintenant qu'il faut te réveiller en fait, c'est trop tard. Et ouais, t'as été égoïste, t'as été individuel pendant tout le film, bah c'est pas maintenant qu'il faut essayer de la jouer collectif, c'est foutu pour toi quoi. Et je trouve ça mais super cruel, super brillant. Et cette fin, oui, qui est dans un calme plat, c'est-à-dire on l'entend pas, il est dans le camion de police, il tape, on l'entend pas du tout. On voit juste les policiers rigoler, mais même rigoler de loin, hein. Elle filme ça avec vraiment une distance, une certaine distance, comme tu l'as dit, ça fait même un peu théâtre. Ouais, enfin, je trouve ça brillant aussi, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve que la fin est parfaite. Voilà, elle est vraiment parfaite, hein. Bah, ça rejoint évidemment tout le propos sur Charlot avec le vagabond qui n'a jamais été vraiment aimé par les flics et qui à la fin se fait arrêter. Ça arrive plusieurs fois, je crois, dans les temps modernes, hein, où il y a, euh, il y a Charlot qui fait pas toujours les meilleurs comportements, mais c'est toujours rigolo et qui se fait souvent arrêter pour un rien. Bon, il se fait relâcher parce que c'est Charlot, il est gentil, mais là, on sent que bah, ce rapport à la réalité qu'est Ricard va pas nous faire libérer le personnage, quoi. Il est tombé parce qu'il a un peu trop pris le rôle à cœur. C'est un rapport assez particulier avec Charlot et
ça nous fait, encore une fois, regarder tous ces remords, hein, parce que le personnage, plusieurs fois dans le film, a des remords, vis-à-vis de ses actions, notamment, lorsqu'il parle un petit peu à sa famille. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il dit toujours agir un petit peu pour eux. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit que c'était un film sur l'âme américain, c'est que soit il s'engage, au front, soit il est condamné à rester sur place et à devenir, justement un paria. C'est surtout ce sentiment-là que j'ai vis-à-vis de ce personnage-là. C'est il y a un monde où il est effectivement obligé de commettre un crime, mais en même temps, est-ce qu'il le ferait pas aussi pour lui-même? Et encore une fois, on revient à son ego, quoi. Mais c'est intéressant de regarder cette Amérique-là, de regarder cette Amérique qui ne va pas bien déjà durant les années 70, parce que encore aujourd'hui, ça ne va pas bien. Aujourd'hui, évidemment que sous Trump, sous ICE, l'Amérique est à son plus bas peut-être, avec le fascisme rampant. Peut-être que on peut aussi voir des liens avec certains thèmes, mais là, ce serait peut-être encore plus extrapolé. C'est un film purement intéressant sur ce qu'il raconte sur son pays, quoi. Et c'est toujours intéressant de voir ça du point de vue d'une réalisatrice qui a toujours fait des films sur les oubliés, quoi. Parce que je vais surtout revenir à River of the Grass qui a une intrigue assez similaire, hein. Parce que je l'ai expliqué dès le début, c'est aussi un film de cavale, mais pas vraiment non plus. C'est-à-dire que c'est une recherche, mais qui est pas vraiment intense. Et ça s'apparente plus à deux jeunes qui essaient de partir de ce quotidien-là auquel ils n'appartiennent pas vraiment. C'est pas vraiment même un quotidien, quoi. C'est un film assez complexe, The Mastermind. Et pour moi, je pense que ça m'a fait un petit peu l'effet que certains films me font au cinéma. L'année dernière, il y en a eu que vraiment que deux qui m'ont eu cet effet-là. C'était parce que je les ai regardés un petit peu tard dans l'année, mais je pense qu'il y a vraiment que ces deux-là, ou plus, si on étend un peu plus, il y en a 5, 6. C'était L'Agent Secret, film qui parle aussi de son pays, mais d'un point de vue beaucoup plus politique. C'est-à-dire que Kleber Mendonça-Filho, il essaie de nous montrer le souvenir qu'on peut avoir vis-à-vis du Brésil et qu'il faut toujours garder ça en tête vis-à-vis de notre présent. Et le deuxième film, c'est Les Feux Sauvages de Chia Sanke, qui parle aussi de cette évolution-là, de l'évolution des rapports humains. Et si je prends ces deux films-là, c'est aussi parce que je pense que ce sont deux chefs-d'œuvre. C'est pour ça que je dis aussi que ça me fait que ce qui m'a fait The Mastermind, c'est ce que m'a fait peu de films. C'est parce que je le considère réellement comme un très grand film. Je pense sincèrement que cette année, il y aura rarement mieux, quoi. C'était vraiment grand. Ouais, ouais, non, je suis d'accord. Puis ouais, t'as parlé de l'agent secret et des feux sauvages, et je suis d'accord, c'est des films qui parlent, alors qui parlent pas de la même manière, hein, mais ils parlent d'un pays dans un contexte particulier, que ce soit le Brésil, cette dictature, ou alors les feux sauvages qui parlent plus de l'évolution de la Chine à travers plusieurs événements et à travers des êtres différents, enfin surtout une personne, mais voilà la façon qu'elle a d'évoluer à travers les époques. Donc c'est des films vraiment qui sont ancrés dans des pays à des contextes particuliers. Et c'est totalement le cas de Mastermind, qui parle vraiment de ces produits créés par des États-Unis nombrilistes et qui font rêver, alors que dans les faits, c'est des pays guerriers, c'est des pays dans lesquels il y a... Enfin, c'est un pays voilà, guerrier dans lequel il y a plein d'inégalités. Et Kelly Reichardt, elle utilise vraiment tout ça pour parler du pays, mais sans faire un film, comment dire, sans faire un film trop global, tu vois. Elle va vraiment rester dans l'intime, et c'est ce qu'elle fait toujours. Et ça fonctionne super bien, je trouve, parce que ça crée quelque chose on se sent tout de suite concerné, en fait, quand on est près d'un seul personnage, mais un personnage qui a une petite histoire, mais dont cette petite histoire représente un tout, tu vois. Et donc oui, je comprends pourquoi tu as pensé à ces deux films. Moi, j'ai aussi pensé beaucoup, alors pas pour la même chose, mais j'ai beaucoup pensé à Bresson. De toute façon, elle se le cache pas, hein. Elle est énormément influencée par le cinéma de Bresson, de Melville aussi. Mais la façon qu'elle a de filmer les actes, en fait, c'est comme Bresson, pour moi, c'est du cinéma du regard et des gestes. Et c'est ce qu'elle fait totalement dans The Mastermind. Elle met vraiment de côté la psychologie directe
pour se concentrer sur les regards, les gestes et les conséquences de tout ça. Voilà, qu'on peut penser à Pickpocket ou même à un Condamné à mort, enfin surtout le début, ces façons on voit le personnage au début du film, accrocher la corde, tu vois, creuser la porte et tout. Et bah, par exemple, la scène où il range les tableaux, moi, je trouve que c'est totalement bressonien. Donc, en fait, c'est un film qui épouse tellement d'inspiration, mais tout en faisant quelque chose qui est purement ricardien, on pourrait dire, hein. C'est-à-dire que ce soit par son montage, sa façon de mettre en scène l'action, même si, voilà, je sais pas si on peut dire que c'est de l'action, mais il y en a un petit peu. Mais je trouve que c'est des films, après avoir vu 5, 6, 7 films d'elle, je trouve que c'est des films où juste sur 2 plans, tu peux savoir que c'est elle. Malgré on sent qu'elle est inspirée par plein de cinéastes et plein de choses, quoi. Et je trouve ça super fort. Et donc oui, comme tu l'as dit, The Mastermind, c'est un grand film. Je sais pas si on fera mieux cette année, hein. Ce qu'il faut qu'on fasse mieux, je sais pas. J'espère qu'on aura des super films. Moi, ça me va très bien si on n'a pas mieux que The Mastermind et qu'on a, voilà, tellement je trouve ce film assez exceptionnel. À titre personnel, il y a un film que je trouve presque tout aussi bien, mais pour des choses différentes. C'est History of Sound. Je sais pas si on en parlera sur la chaîne ou quoi, on verra. Mais moi, c'est un film que j'aime énormément. Mais si je dois être purement objectif, je trouve que The Mastermind est un film quasiment parfait, en fait, en tout point. Il y a des gens qui sont ennuyés, mais c'est voulu. Encore une fois, il y a pas mal de critiques qui disent ça. Le film est lent, on s'ennuie. Mais en fait, c'est voulu. Ricard, elle veut qu'on se mette dans cette ambiance-là, avec ce personnage-là qui est complètement perdu, dans quelque chose qui l'étouffe. Et à travers sa mise en scène et puis tous les actes du personnage, ou même la musique, tout ça, le montage, et je trouve qu'elle arrive totalement à faire voilà, ce qu'elle veut. Et pour ça, moi, je lui dis bravo, parce que c'est vraiment un très très grand film, quoi. Je te l'ai déjà dit, je te rejoins, et même sur cette errance-là, sur l'errance, c'est assez normal. Et je pense que c'est justement ce qu'elle voulait faire depuis le début du film, je trouve, c'est de montrer ce qu'il y a après un crime. C'est de montrer le remords, comme tu as dit, qui vient Bresson, mais qu'elle fait tout particulièrement bien ici, c'est de montrer les conséquences. On passe d'un idéal familial, de la famille nucléaire, à un mec seul qui est obligé de prendre les bus pour aller à tel ou tel endroit, pour essayer de voir des amis qui n'y sont plus, pour essayer d'un petit peu survivre dans une Amérique qui ne peut plus suivre. Il est seul. Et quand tu es seul dans une communauté, on va dire, parce que on va placer ce terme-là au global pour citer un pays, mais quand on est seul dans une communauté, on est un paria, et on n'a rien d'autre à faire que errer dans les rues pour potentiellement essayer de survivre, hein. Parce que nous sommes des animaux politiques. Nous ne pouvons pas vivre seuls. Je sais plus qui disait ça, pardon, hein, mais les seules personnes qui peuvent vivre en dehors d'une société sont soit un fou, soit un surhomme. Et aujourd'hui, le personnage que nous avons devant nous n'est ni l'un ni l'autre. Du coup, évidemment que on va montrer cette errance-là, on va montrer le caractère sans but qu'a sa vie dès à présent, jusqu'au moment fatidique où il est obligé de se replonger dans ce qu'il a mis là, quoi. De se replonger dans le crime. C'est un film, je trouve, qui est assez innovant. En tout cas, je j'ai pas vraiment souvenir d'avoir vu un film tel que celui-ci. J'ai juste à dire bravo, quoi. C'est bravo, ce serait pas facile à écrire, ce serait pas facile à réaliser, ce serait ni facile à monter. Elle a réussi les trois. Je Ouais. peux que applaudir. Ouais, non, bravo. Et puis, comme tu le dis, en fait, on suit un mec qui fuit et en fait, on suit un déserteur. En fait, il y a un parallèle avec la guerre du Vietnam. Et lui, il est déserteur, pas de la guerre du Vietnam. Enfin, bon, a priori, non, il l'est pas, hein, parce qu'il n'a pas du tout été convoqué pour ça. Mais il s'est pas engagé. Mais c'est un déserteur de la société, tu vois. Et d'ailleurs, il y a un parallèle qui est fait à un moment que je trouve super brillant et qui est assez subtil, hein. Il y a une scène où il prend le bus et juste derrière lui, tu as la pancarte de I want you in US Army avec le truc de propagande là. Il y a cette scène-là, il y a ce panneau-là et lui qui prend le bus pour s'enfuir. En fait, elle nous dit une fois de plus que lui, c'est juste un déserteur de cette société dans laquelle lui, il est complètement en marge et elle va étudier
toutes les conséquences qui peut y avoir sur une personne en marge à ce moment-là, en fait, de cette société qui évolue énormément. Qu'est-ce qui peut se passer si si tu t'écartes, voilà, si tu t'écartes des problèmes actuels et si tu décides juste de te concentrer sur toi-même. Et puis ouais, tu as parlé d'ego, mais je trouve qu'à chaque fois où pas d'ego, tu as parlé de remords, enfin, il y a l'ego qui se transforme en remords, mais je trouve qu'à chaque fois où elle montre que ce soit de l'ego ou du remords, elle va toujours y rajouter quelque chose de pathétique. Il y a un moment où il appelle sa femme, où il s'excuse, il dit qu'il a fait ça pour elle et tout, mais juste après, il lui dit qu'il a besoin d'argent, en fait. Il y a toujours quelque chose qui va contrebalancer ça et du coup, on n'est jamais pleinement dans le regret total, en fait. Il est toujours un peu dans le déni de ce qu'il fait et je pense que c'est ça, de toute façon, qui le mène à sa perte, hein. Mais du coup, oui, je rabâche un peu, hein, mais ouais, je trouve le film exceptionnel. Je trouve qu'il y a tellement de choses à dire. Donc, ouais, non, moi, je vous conseille, hein, en tout cas, enfin, je pense que vous l'avez compris, hein, mais je vous conseille d'aller le voir. Alors, ça plaira pas à tout le monde, hein, je pense. Enfin, voilà, de toute façon, on le voit déjà. Mais en tout cas, je pense que pour les gens qui vont être sensibles à ça, ça va les marquer, je pense pour toujours, hein. Oui, et ouais, c'est Kerry Card a créé un anti-héros qui est fascinant dans tous ses aspects, quoi. Moi, encore une fois, je le dis, je ne peux qu'applaudir, c'est magnifique. C'est une découverte totale pour moi, ce cinéma-là, je ne le connaissais pas. Aujourd'hui, je viens d'enchaîner 2 films de Kerry Card. J'en ai vu un petit hier soir, et là, avant le record, j'en ai vu un autre. Est-ce que je vais continuer juste après? Non, parce que je dois monter l'épisode. Mais je vais continuer plus tard quand même dans l'année. Parce que Oui, il faut. franchement, c'est fascinant. Bien sûr. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut parler, mais il est timide. Ah, Il qui a. est-ce donc? Ah, je sais pas, mais je crois qu'il a pas beaucoup aimé le film. En même temps, je l'ai Ah un ouais? peu prédit, hein, mais. Aïe aïe aïe. Je sais pas si on laisse parler. Ah, s'il a pas aimé, je sais pas, on laisse pas la parole comme ça, nous. Bon, Ouais. allez, On pourquoi va être pas. gentil. Oui, bonjour. Oui, je suis très déçu Tu de la voulais part de parler, Jules Christophe. Melon. Ouais, oui, tu m'entends? Vous m'entendez? Voilà, Oui. très, très déçu de Christophe Gans, hein. Il Mais a il veut vraiment plus. raté. Ah, mais Bon, on va conclure, hein. on n'est pas sur le record de Return to Silent Hill. Mince, je me suis trompé. Non, plus sérieusement, c'est le chef-d'œuvre de l'année pour l'instant de Mastermind de Kelly Reichardt. Et je pense qu'on est bizarrement pas mal à le dire entre nous ici, mais c'est pas un avis général, hein. Le film divise plus qu'il n'y paraît. Ouais. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que voilà, on a lu quelques reviews à droite à gauche. Certaines personnes n'ont pas perçu ce que nous avons perçu. Bon, après, c'est ça, le cinéma, c'est la magie aussi des ressentis, des émotions. Beaucoup de gens parlent de surinterprétation, alors que personnellement, je trouve le film très limpide dans ce qu'il dit, dans ce qu'il veut raconter, dans ce qu'il met en scène. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça paraît assez évident, justement. Il n'y a Oui, pas oui, de oui. Et surinterprétation, voilà. non, non, non. Et puis, pour en avoir discuté avec un ami qui était à l'avant-première en présence de Kelly Reichardt, elle en a longuement parlé après du film. Moi, j'avais vu le film avant ça, donc j'avais donné mon avis, voilà, tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais pu, on va dire, déceler dans le film. Et a priori, non, on est dedans, hein. C'est totalement ce qu'elle veut faire. Et donc non, je trouve pas qu'on surinterprète peut-être sur certaines choses, mais c'est aussi Non, ça mais le voilà, cinéma. on a le feeling de ce qu'on a eu aussi face au cinéma, au film, mais bon, on le voit que c'est un personnage qui est un peu dans le hors-champ de l'Amérique. C'est marrant pour parler de cinéma un peu. Il vit un petit peu hors-champ de ce qui se passe vraiment, donc dans cette actualité brûlante, contre-culture et tout, que l'on voit vite fait dans des manifs, qu'on entend plus que qu'on voit d'ailleurs, à part la fin, à la télé. Tu parlais de l'affiche aussi. On le sent, on sent que c'est palpable. Certaines personnes pourraient dire elle refuse le geste politique. Au contraire, c'est en le ressentant dans le hors-champ, parce que nous, on filme le hors-champ de ça, un personnage qui refuse de s'impliquer dans la vie de son pays, parce qu'il a du mal à y vivre, en fait. Il y a une double connexion. C'est quelqu'un qui donc n'a pas envie de s'engager. Il vit dans son individualisme, mais il est la construction de cet individualisme à l'américaine aussi. Et c'est intéressant de le voir là, qui essaye d'exister en volant quelque chose. C'est un geste très américain aussi. On se rappelle que c'est un pays qui s'est construit sur le vol de terre, hein. Voilà, donc là, on a quelqu'un qui essaye de vivre son individualisme par le vol d'œuvres d'art, qui représente aussi un héritage culturel américain. D'ailleurs, le premier truc qu'il fait, c'est pour tester un peu la sécurité, c'est voler une petite figurine là, de la guerre civile ou de la guerre d'indépendance. Ça en dit long aussi. C'est des petits messages comme ça qui sont en filigrane, même si lui, il s'en fiche.
même peut-être même de l'histoire de son pays, c'est quelqu'un qui est purement américain en fait. Il représente cette forme d'Amérique déconnectée qui s'en fiche. Pas l'Amérique pro-interventionnisme au Vietnam, mais pas l'Amérique qui défend aussi les libertés individuelles ou des minorités, par exemple. Il y a quand même des scènes qui sont terribles quand on voit des jeunes Afro-Américains discuter dans le bar. Nous, on entend un peu en filigrane, et après, on est de son point de vue. Il entend sans entendre, quoi. Enfin, c'est intéressant, ça. Il y a plein de petits trucs comme ça. Je pense que c'est un film au revisionnage, toi qui l'as vu 2 fois, d'ailleurs, Max, où on voit des petits détails surgir comme ça, presque dans le hors-champ, comme cette scène de cabine téléphonique qui est filmée longtemps avec le téléphone pendant vide, quoi. Il est évidé de l'Amérique, le gars, quoi, par exemple. Ouais, non, mais il y a plein de détails. Ouais, tu l'as dit, la cabine téléphonique, cette scène dans le bar où, voilà, où les jeunes Afro-Américains parlent de la guerre du Vietnam et tout, alors que lui, il reste totalement extérieur à ça. Voilà, je l'ai dit un peu plus tôt, cette scène où lui prend le bus et en arrière-plan, il y a le panneau pour se porter volontaire. Et puis même, ouais, il y a pas mal de choses en hors-champ qui montrent ouais, cette marginalisation qu'il a vis-à-vis de la société actuelle. C'est un film, je pense, qui bénéficie énormément au revisionnage. Il y a tellement de choses. Ouais. Et les fils aussi, les jumeaux, il y a des choses à dire là-dessus. Tiens, pourtant, c'est pas un film de Jarmusch, mais il y a des jumeaux. Parce qu'il y en a un qui s'identifie au père. Mais Ça en est presque triste d'ailleurs. Il y en a un qui blablate au début un truc sur des extraterrestres. Il y a quelque chose dans le folklore américain derrière à creuser peut-être. Enfin bon. Et puis, je sais pas si vous l'avez dit au début, parce que j'ai débarqué en plein milieu. C'est le premier qu'elle écrit toute seule depuis son premier film, Kelly Reichardt. Ça faisait longtemps. Normalement, elle collabore avec John Raymond, où elle adapte des trucs. Là, non. C'est son scénario. Elle est vraiment... Elle maîtrise tout, là. C'est quelque chose où elle a voulu s'impliquer à 100% dans ce qu'elle a fait, quoi. Elle n'a même pas été guidée par un autre scénariste ou... C'est un peu c'est bête à dire comme ça. C'est presque le film de la maturité artistique, ce genre de long métrage. Ouais. elle a 62 ans quand même. Ouais. Oui, 62 ans, c'est vrai, mais elle a commencé un peu tard finalement à faire des longs métrages, hein, quand on y pense. Ouais, elle avait 40 ans quand même. Voilà. Mais moi, je vois. Elle était Moi, prof, je je vois crois, plein de- prof de cinéma aussi. Hein. Je suis melon qui va devenir cinéaste, attention. Attention. Ouais, c'est ça, je vais faire mon premier film à 70 ans, avec Christian Clavier, Mais moi, Philippe Lachaud. Mais moi, je voyais beaucoup de choses aussi au niveau de la paternalité, c'est-à-dire que on a, ça me rappelle aussi Hamnet, hein. On a d'abord la figure paternelle de JB, du JB, qui est assez déçu de lui, qui lui rabâche sans arrêt que il a foiré sa vie, etc. Que comparé à lui qui a un beau job de juge, il a pas vraiment réussi. Même son frère, lui, il se fait d'étal. Et lui, du coup, il se lance dans une vie criminelle. Et t'as son fils aussi qui est en pleine construction, du coup, vu que c'est un enfant, et qui essaie de lui ressembler, comme tu l'as dit. Mais c'est terrible. Le père de JB, c'est le père de Shakespeare dans Hamnet. Hein. C'est pareil, la scène. Ouais. Il reproche d'être artiste au lieu d'avoir un vrai travail, machin, qui servira. Genre, l'art ne servirait pas. En fait, il a été bercé de ce discours. En gros, il sert à rien parce qu'il est fan d'art, quoi. En plus, il est au chômage. Et d'ailleurs, en fait, il subit une violence à la fois patriarcale et de la société. Et il en devient le fantôme de cette société, en fait. C'est très intéressant. Et c'est un thème récurrent, ce paternalisme qui rejette l'art. Je ne sais pas si tu l'as vu là ou plus tard dans la journée, mais tu devais voir à pied d'œuvre. Il y a ça aussi. Oui. Ah bah oui. Ah mais justement, voilà. oui, avec le André Marcon qui joue le père de Bastien Bouillon dans À pied d'œuvre, c'est terrible. Voilà. Non mais c'est vrai que c'est des films, des films qui ont leur parallèle aussi. Oui, tiens, on est sur un pattern 2026 sur la paternité, les rapports père et fils, enfant-parent, c'est intéressant. Il y avait aussi le Jarmusch qui était là-dessus. Oui, hein. oui, complètement. Hein. Alors, Et il y a peut-être aussi. Alors, je vais très loin. il y a 28 ans Bézanville plus tard. aussi, mais tu l'as pas vu Bézanville. Non, je l'ai pas vu. Mais 28 ans plus tard, par contre, c'est aussi là-dessus. C'est aussi sur le paternel. C'est l'absence sur du père, même. les traumatismes. Ouais. Non, mais c'est pour ça. mais, Ce sont des films de 2026. Bon, c'est des hasards. C'est des films qui ne se sont pas concertés dans des styles différents et tout, mais qui questionnent notre place dans le monde. On est dans un monde compliqué depuis quelques années. Ça s'arrange pas. Et donc aussi cette question de l'héritage, des liens. On se recherche, on cherche quelque chose à travers ceux qui nous ont précédés. On cherche à transmettre quelque chose à ceux qui vont nous succéder. Et on est un peu là dans un monde où on ne sait pas où on est en fait. On est un peu tous paumés d'une manière ou d'une autre. Et il se passe des choses, parfois positives, parfois négatives. On peut essayer de s'émanciper de plein de façons, mais
qu'est-ce que ça veut dire vivre dans notre époque et dans des films qui sont faits à notre époque, mais qui brassent diverses époques, le passé comme le futur, d'ailleurs, là, quand on y pense. C'est ça qui est amusant. Enfin, le futur, ou une uchronie, on va dire, dans 28 ans plus tard. Bah, je l'avais dit, ça embrasse, du coup, Kelly Reichardt, elle a dû réfléchir aux États-Unis d'aujourd'hui, hein. D'où la fin qui montre une violence policière, qui met fin à la contre-culture américaine un petit peu. Il y a ce thème-là qui est sous-jacent, mais qui pète à la fin comme si, du coup, comme je l'avais dit, Reichardt annonce à son spectateur d'arrêter un petit peu de ne regarder que par l'art et aussi d'agir en tant que tel. C'est-à-dire Le que coup de l'art matraque, est un reflet. le Ouais, coup de matraque brutal comme c'est ça qui vient violent. interrompre la scène direct avec le sang, on le voit. Ça, c'est un geste aussi. C'est-à-dire, elle nous réveille. Là, ah, vous avez vu un film artistique où je fais l'errance de mon personnage, mais attendez, on va remettre tout le monde dans la réalité à la fin. Et derrière, vous remettez en perspective ce que vous avez vu. Je pense que c'est ça à la fin. Ouais, c'est This is America de Childish Gambino, hein. Ouais, On part remarque. d'une danse assez calme, tout ça pour mettre de tirer un coup de feu dans la tête d'un artiste. De toute façon, on vit C'est dans un peut-être ça monde. les États-Unis, hein. On vit dans des États. En plus, bon, elle a pas senti et tout, mais bon, les violences policières aux États-Unis, il y en a depuis quelques années frontalement, mais il y en a toujours eu. Et en plus, là, quand on voit ce qui s'est passé récemment avec ICE, ce qui se passe encore avec le vénérable président de ce pays qui partage des trucs IA racistes avec Obama et sa femme. Enfin, on Il nage ira en au plein délire. paradis, il a dit, hein. Non, Il mais a on dit nage, qu'il ira au on nage en paradis, plein attention. délire. Quand même. Oui, oui, le paradis, c'est l'enfer, peut-être. C'est orwellien, hein, tout ça, hein, remarque, hein, tu vas me dire, hein, mais. Non, je sais pas, mais c'est vrai qu'on vit dans un monde où on sait plus trop où trouver du sens par moment. Enfin, si, on trouve du sens par rapport à nos passions, par rapport aux gens qu'on aime, encore heureux. Mais quand on regarde le monde, et il faut le regarder, le monde, hein, ça donne envie, c'est terrible, c'est un monde qui donnerait presque envie de se replier sur nous-mêmes. Mais il faut se battre pour ne pas se replier sur nous-mêmes. Et finalement, l'art comme ça nous permet un moment d'introspection, voilà. Et après, on ressort et on rejaillit ça. On va pas devenir des JB, nous. On n'a pas envie. Non, puis c'est horrible parce qu'en fait, c'est une période qui est actuelle, qui est de plus en plus compliquée pour tout le monde, mais en même temps, c'est une période qui nourrit énormément les artistes notamment. Ça nourrit énormément. Que en fait, c'est super paradoxal tout ça. Ouais, bon. C'est pas si paradoxal que ça, justement. C'est des gestes aussi. Et bon, Kelly Reichardt, elle connaît Oui, bien son ouais. pays. Déjà, First Cow, elle partait du présent avec cette personne qui trouve des cadavres et en revenait sur les fondations du capitalisme américain avec la première vague à l'ouest. Hein. Enfin, dans l'ouest Ouais. américain, voilà. Enfin, First Cow, c'est à voir. Hein. Finalement, il y a un écho aussi avec First Cow, indirectement, si on veut. Le passé, le présent. Ouais, Ça. non, elle dresse totalement. C'est un pur film historique, First Cow, mais un film historique qui dans un microcosme. En fait, c'est un peu ça aussi de Mastermind. Elle utilise un microcosme, donc c'est-à-dire ce personnage-là, pour parler de quelque chose qui est très global, quoi, de l'histoire américaine, et c'est exactement ça aussi, First Cow, quoi. Un très grand film aussi. Hein. Ouais. Et puis évidemment, Mix Cutoff aussi, la dernière piste. Enfin, on pourra en dire des choses. Hein. Ouais, non, c'est une grande cinéaste. Bref, voyez du Kelly Reichardt et voyez de Mastermind. Voilà, on te laisse conclure, Théo. Vas-y, maintenant. C'est pas à moi de conclure, c'est à Max, c'est lui qui Ah, c'est présente. à Max de conclure. Voilà. Ah, Oh là là. Il s'incruste, en plus, il sait même pas qui présente, non mais oh. Bah non, parce que je suis arrivé en Oh cours là de là. route. Moi, j'étais en train de me remettre à pied d'œuvre. Que j'ai des choses, j'en ai des choses à redire sur le film, mais ça, c'est un autre sujet. Et ben du coup, oui, je pense que vous l'avez compris, hein, parce qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup dit de bien du film. C'est un film qu'on vous conseille, en tout cas nous trois, on vous le conseille énormément. C'est un grand film. C'est potentiellement le film de l'année. Enfin, ce sera un des films de l'année sans aucun doute pour nous. Donc allez-y. Je trouve que c'est un film qui est assez important, artistiquement parlant et même dans cette période actuelle. Donc voilà, allez le voir. Et puis si vous êtes aussi réceptif que nous, tant mieux. Hein. Voilà. Non, tant pis pour vous. Voilà. Ouais, voilà. Sinon, C'est tant comme pis. ça. Parce C'est que la quand vie. même, vous passez à côté d'un grand film, hein. Ce serait bête de passer à côté, hein. Parce que, Mais ouais. waouh. Malheureusement, il y a quand même pas mal de gens, je trouve, alors, je sais pas s'ils passent à côté dans le sens Bon, où ça veut rien dire passer à côté. Voilà. Est-ce que c'est dans le sens où ils comprennent pas? Non. Mais je pense que c'est un cinéma qui est tellement qui peut diviser, quoi. Comme on l'a dit, c'est quelque chose qui est assez lent et je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à rentrer dedans. Donc voilà. Mais si vous êtes réceptif comme nous, vous allez passer un moment de cinéma assez exceptionnel. Hein.
Oui. Voyez ça plutôt C'est- que Gourou ou Retour à Silent Hill ou Marsupilami, j'ai pas encore vu, mais j'imagine que je sais pas. D'ailleurs, allez plutôt écouter Oui, le podcast Marsupilami. ouais, c'est peut-être plus Voilà. intéressant que le film en soi, hein, tu vois. Ça a l'air un petit Ouais, il y a peu des plus chances. érudit que le film, quoi. Ouais, Mais je sais qu'il parle de Buster Keaton anal dedans. Donc ouais, bah, j'ai entendu je ça. suis désolé, hein, moi, il y a une personne sur le record, ça m'étonne pas. Elle s'appelle Joe. Ça m'étonne pas qu'il parle de ça, hein. Voilà, je le dis. C'est lui. Hein. À un moment donné, je, j'ai fait quand même beaucoup de records avec lui. Je sais de quoi je Ah, parle. ah. Fascisme Ah, postmoderne, c'est tout ce qu'on a à dire. ouais. Mais Joe a aimé The Ah, Mastermind, ce qui est incroyable. il a raison. Bah Comme là, quoi. 2 du collectif, tous ceux qui ont vu le film l'ont aimé pour le moment. On On attend verra. Après, l'avis du bûcheron du cinéma, mais bon, j'espère. Là, j'ai quand même confiance. J'ai quand même. moi, je pense qu'il va aussi beaucoup aimer, mais Ah Ouais, oui. je sais je suis jamais. plutôt confiant. Je suis plutôt confiant, ouais, pareil. Ouais. Cette année, je ne sais plus. Oui, Ça... vaut mieux plus savoir des fois. Enfin voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Voyez plein de films, surtout qu'en ce moment, il y a pas mal de choses qui sortent. Donc faites-vous plaisir. Bon, choisissez bien, parce que comme on l'a dit, il y a des trucs qu'on peut éviter. Mais voilà, faites-vous plaisir. Il y a pas mal de très bons films qui sortent actuellement. Profitez. Et puis voilà, moi je vous fais des bisous et puis à bientôt. Bisous. Voilà. On a des réseaux aussi, attention. Ouais. Et oui, TikTok. Ah non, pas TikTok, non. Pas encore. Toujours pas. Ça arrive. Toujours pas. Mais on a un Blue Sky. Ouais, Instagram, X, enfin le truc là, le réseau des. Bref, oui, voilà. On parlait aussi de faire un letterbox où on va recenser les films dont on a parlé, etc. Ça peut être sympa. Si vous voulez peut-être à un moment vous poser devant un podcast, vous savez pas trop quoi regarder, hop là, petit letterbox, vous avez les liens avec les notes aussi pour savoir en résumé ce qu'on en a pensé, puis après vous regardez les épisodes, ça peut être sympa. voilà, si Ouais, vous voyez un étoile sur 5 avec le lien du podcast, allez-y, je pense que ça peut être plutôt drôle à écouter. et bien sûr, bientôt un compte Tinder. Non, pas du tout. Pas du tout. Oh, trop bien! Non, non, pas du tout. Oh, oh, rigolo Quel ça. enfer. Bon, bah allez, à bientôt. Salut. Ciao. Bisous.